Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Des cités municipales, on en parle une fois de plus ce soir avec une tonalité de bailleur de fonds. Après le vice-président national des communes et villes unies du Cameroun, Jean-Paul Missi, directeur général du Crédit foncier du Cameroun, pourvoyeur de fonds du programme de construction des cités municipales, est notre invité ce soir. Mais avant l'entretien, ce sera la rubrique développement local qui s'intéresse ce soir au budget participatif et au transfert de compétences dans le secteur du commerce. Journée internationale des droits de la femme oblige, nous aurons le regard d'un homme, et pas le premier venu, sur l'évolution des femmes dans la gouvernance locale au Cameroun. A tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. Dans le cadre de la décentralisation et pour favoriser le développement des localités camerounaises, certains organismes de coopération partenaires du gouvernement camerounais impulsent auprès des communes certains mécanismes de fonctionnement. C'est le cas de la coopération allemande qui encourage nos communes à adopter le budget participatif. Plus de détails avec Tatiana Meliedi. Mise en œuvre depuis 2008 par le programme d'appui à la décentralisation et au développement local, PADEL, le budget participatif se positionne comme un outil influent dans la prise de décision. Budget participatif, c'est la participation de tout un chacun dans le processus de développement de la commune. Ça veut dire qu'il faudrait que chaque citoyen, je prends l'exemple de ma moto, moi qui conduis la moto, il faudrait que je participe dans l'accomplissement du développement même de la commune dont je suis, pour qu'il y ait un éventuel développement. Un mécanisme de gestion qui permet à une collectivité, aux élus, d'impliquer toutes les parties prenantes dans la préparation, l'élaboration, le suivi et la mise en œuvre du budget. Il s'agit ainsi d'impulser le développement à la base en impliquant les populations dans l'élaboration du budget communal, en leur donnant la possibilité de définir leurs besoins et de proposer les moyens d'y répondre. Dans la commune de Tchatibali, lors du débat d'orientation budgétaire, la population a exprimé un grand besoin en eau potable et on a constaté qu'il y avait plusieurs forages équipés de pompes à pédales qui étaient en panne. Au lieu de réaliser des ouvrages neufs qui coûtent autour de 8 millions, la population a adopté la stratégie de prendre les pompes manuelles qui coûtent autour de 400 000 francs et de venir récupérer les forages qui existaient déjà. Et on a formé un artisan réparateur au niveau de la commune pour pouvoir s'occuper de la réhabilitation de ces forages. Il y a ce qu'on appelle la décentralisation. Chez les Américains, on appelle ça le self-made man. Donc fais-toi toi-même. Le peu que la commune reçoit, n'est-ce pas, des transferts de nos partenaires, de l'administration, comme ça ne suffit pas à nos populations, nous sommes allés vers nos populations, vers les mototaximens, vers tous ceux qui nous ont élus, leur demandant montez-nous des projets, mais tout en accompagnant avec votre petit apport. Dans cette démarche participative de la gestion des affaires locales, les citoyens sont à même de mobiliser les recettes communales, comme c'est le cas dans la localité de Tchatibali, dans l'extrême nord du pays. Autour de nous, autour de l'arrondissement de Tchatibali, il y a 4 marchés à bétail. Le marché de Jiglao, le marché de Karhaï, le marché d'Acheka et autres. Donc, ce qui fait en sorte donc, que nos recettes partent plus là-bas. Les populations partent vendre les bêtes là-bas et puis ces communes sont en train de s'enrichir. Donc, tout le monde ici à Tchatibali a donc vu que vraiment si nous créons ce marché à bétail, nous pouvons aussi maximiser nos recettes. Et c'est comme ça que le 1er avril 2013, le marché à bétail de Tchatibali a vu le jour. Et c'est ça qui a permis maintenant, avec ce budget participatif, de maximiser nos recettes. Ça a donné un autre volet, un autre coup de pouce aux recettes communales. Ce qui fait en sorte donc de 400 000 francs par an, nous sommes allés à 1 400 000 et on a triplé. Déjà implémenté dans environ 28 communes camerounaises, reparties sur 3 principales régions, le budget participatif impulsé par le PADEL enregistre de nombreux résultats. Nous mettons la moitié au budget participatif
Plus les 5 millions, ça ferait donc 35 millions pour la commune en faveur des populations. Transfert de compétences dans le secteur du commerce, qui fait quoi entre communes et communautés urbaines? La mission interministérielle MINAT, ministère du Commerce, mise sur pied à la suite d'une mauvaise interprétation d'un décret du Premier ministre, tranche le débat. Mesdames Gosso nous donne plus de détails. Selon la loi du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation consiste en un transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales décentralisées. En matière de commerce, la loi 2004-018 a transféré clairement aux collectivités territoriales décentralisées, d'une part, la construction, l'équipement, l'entretien et la gestion des marchés. D'autre part, l'organisation des expositions commerciales locales, article 15. L'article 110, quant à lui, dispose que les compétences ci-après sont transférées aux communautés urbaines. La construction, l'équipement, la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements marchands d'intérêt communautaire, notamment les marchés. Le 8 juin 2015, le Premier ministre Philémon Yang a signé un décret fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes en matière de commerce. Un décret dont l'interprétation a fait l'objet de querelles. Et pourtant, il ressort clairement du décret 2015-1375-PM que les marchés existants ne sont pas concernés, mais bien certaines compétences en matière de commerce. En effet, l'article 1er du dit décret prévoit que deux compétences sont transférées en matière de commerce aux collectivités territoriales décentralisées. Il s'agit premièrement de l'organisation des expositions commerciales locales et deuxièmement de la construction, de l'équipement, de l'entretien et de la gestion des marchés. La loi n'est pas rétroactive et l'État le sait. S'agissant donc des destinataires de la compétence transférée par l'État en matière de commerce, les communes, les communautés urbaines, les communes d'arrondissement sont également concernées en ce qu'elles sont toutes des collectivités territoriales décentralisées. Les marchés, objet de querelle dans certaines communautés urbaines, n'en font pas partie, car n'entrant pas dans le patrimoine de l'État, auteur du transfert. Dans l'optique de faire la lumière sur la question, le Premier ministre a prescrit une mission constituée de 2 départements ministériels, à savoir le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et le ministère du commerce. La mission devra faire le tour des 14 communautés urbaines que compte le Cameroun. Pour la première étape, l'étape de Yaoundé en l'occurrence, les membres de la mission se disent satisfaits. Il y a eu ici et là des interprétations qui s'écartaient de l'esprit de ce texte et nous sommes heureux de constater qu'à Yaoundé, tous les acteurs de la plateforme de la communauté urbaine ont une bonne lecture et font une bonne interprétation du texte du Premier ministre. La mission fera le tour des 13 communautés urbaines restantes pour que raison reste à la loi. Un clin d'œil aux femmes à présent à travers un regard d'homme. Barthélémy Comtchouente, expert consultant en décentralisation, développement local et gouvernance, se prononce sur l'évolution de la femme camerounaise dans la gouvernance locale. La décentralisation ayant pour objectif principal le développement, je pense que la place des femmes est incontournable. Parce que quand on parle de développement, on ne peut pas faire le développement sans les femmes.
Donc dans ce processus, on doit impliquer les femmes au même titre que les hommes. Mais il revient aux femmes aussi de se démarquer. Il ne faut pas qu'elles restent au niveau de la revendication des quotas ou de la parité. Elles doivent faire preuve de leur engagement sur le plan politique, puisque actuellement c'est les partis politiques qui investissent les femmes au niveau local et au niveau national à tous les postes électifs. Elles doivent faire preuve de leur engagement et se distinguer. Parce qu'il ne s'agit pas pour les femmes d'être cooptées et quand elles arrivent au conseil municipal ou à l'Assemblée, elles ne prennent plus parole. Parce qu'il y a des clichés dans notre société qui ne permettent pas toujours aux femmes d'être très à l'aise quand elles s'expriment en public devant les hommes. Donc, d'une manière générale, les femmes doivent s'impliquer parce qu'elles ont leur place dans le fonctionnement de la décentralisation. Aujourd'hui, on a quand même 31 femmes maires. Ce n'est pas rien, hein? Ce n'est pas rien. La mandature dernière, il y avait 21 femmes. Donc vous voyez, ça va toujours en progression. Hein? Il y a deux mandatures en arrière, il n'y avait que 10 femmes. Donc ça, on est toujours en train d'aller crescendo. Donc pour ne prendre que ce cas-là. Et au niveau de l'Assemblée, vous avez déjà 56 femmes députées. Donc, et on constate que les femmes, dans le renouvellement de leur mandat à la tête des exécutifs, les femmes réussissent à renouveler leur mandat. Ça veut dire que celles-là sont engagées et ont fait preuve pour mériter la confiance des populations. J'ai été surpris dans mes recherches que dans le sud-ouest, vous avez des communes dans l'ancienne mandature où le nombre de conseillères femmes était supérieur au nombre d'hommes. Donc c'est pour vous dire que si les femmes sont engagées, elles auront leur place. Et si elles apportent des bonnes propositions, si elles ont une bonne vision, une bonne stratégie pour la réalisation des besoins des populations, leur accorder le bien-être, je crois que forcément les populations vont leur faire confiance. Place à présent à notre invité Jean-Paul Missi, directeur général du Crédit foncier du Cameroun, avec qui nous parlons de l'implication de la structure qu'il dirige dans le programme de construction des cités municipales et bien sûr des réalisations et des chantiers du Crédit foncier du Cameroun. Bonsoir Monsieur le Directeur Général et merci de nous faire l'honneur de répondre à nos questions. Bonsoir Madame Koum. Qu'est-ce qui a motivé le Crédit foncier à accompagner financièrement le projet de construction des cités municipales? Merci de me donner l'opportunité d'apporter un éclairage sur les activités de Crédit foncier, notamment son implication dans la mise en œuvre des programmes de cités municipales. La première motivation est naturellement reliée à notre métier, celui qui est de financer la production de logements, et donc à la faveur de la décentralisation, nous nous sommes interrogés sur le rôle que pouvaient jouer les collectivités territoriales décentralisées en matière de promotion immobilière. Et le contexte s'y prêtait à souhait parce que, au-delà de l'existence des promoteurs immobiliers publics, au-delà de la politique du gouvernement en matière de libération économique qui permet au secteur privé, notamment les promoteurs immobiliers privés, de s'investir, il y avait que dans l'arrière-pays, leur présence n'était pas effective. Et donc, les collectivités pouvaient jouer un rôle important en matière de promotion immobilière. D'où l'intérêt de ce projet, à savoir impliquer fortement les collectivités territoriales décentralisées dans la production de logements. Maintenant, si on veut être plus concret et plus pratique, il s'agit de pouvoir offrir dans ces villes des logements à la portée de toutes les bourses. D'où le concept de cité municipale. Et quand on dit toutes les bourses, je ne sais pas s'il est possible d'avoir une fourchette. C'est possible? Ben, la cible, c'est les agents économiques, les résidents de ces villes. On peut la décomposer. Il s'agit essentiellement des hommes d'affaires, des fonctionnaires, des étudiants, des citoyens lambda. Voilà. Et donc, ce sont des logements qui pourraient satisfaire à leurs besoins. Je crois que nous avons tous fait l'expérience
des villes qui sont dépeuplées d'un certain nombre d'agents économiques simplement du fait de la pénurie de logement. Je pense en l'occurrence à certains fonctionnaires qui ont du mal à se loger lorsqu'ils sont affectés dans certaines villes. Je pense à des étudiants qui éprouvent toutes les difficultés à trouver du logement dans certaines villes universitaires. Je pense même à certains hommes d'affaires qui souhaitent s'installer mais qui ont des difficultés pour l'immobilier. Et donc, pour toutes ces catégories, le concept de cité municipale répond à ce besoin et peut être tout à fait indiqué dans la plupart de ces cas. Je pense aux communes rurales, je pense aux villes universitaires, je pense à ces villes qui sont des pôles de développement, notamment les grands projets structurants. Quand on parle des barrages, quand on parle des grands projets économiques, ce sont des pôles qui attirent la population et qui peuvent servir d'appoint à l'économie locale. Autrement dit, les populations n'ont pas de raison de s'inquiéter parce qu'on a fait un petit box pop. Et là, il y a eu certaines personnes qui donnaient l'impression qu'à chaque fois qu'on construit des logements qu'on dit sociaux, ça bénéficie plutôt à des personnes qu'on dirait plus ou moins aisées. C'est un sentiment, oui, on va dire qu'il peut s'expliquer techniquement. Je crois que c'est davantage un problème structurel de notre économie. Voyez-vous, dans un contexte de pénurie générale, où vous avez un marché segmenté, on peut classer les logements en 3 ou 4 grands types, le logement de haut standing, de moyen standing, le logement économique. Dans un contexte de pénurie, disais-je, lorsque vous placez un produit, même dit logements sociaux sur le marché, eh bien, ceux qui ont des revenus s'en accaparent les premiers parce que justement il y a une pénurie. Et donc, du point de vue théorique, la solution consistera à offrir des logements à tous ces segments du marché. Des logements pour le standing, des logements pour le moyen standing et des logements économiques, on va dire. Et donc, dans ces conditions, chacun pourrait trouver son compte. Mais dans un contexte où c'est la pénurie générale, eh bien, ceux qui ont le plus de revenus s'accaparent de tout ce qui est... Mais qu'est-ce qui fait défaut? Je ne sais pas si c'est à vous qu'il faudrait poser la question, mais qu'est-ce qui fait défaut puisque le constat est là? Vous savez, ce qui fait défaut, c'est la production, évidemment. Vous avez une organisation du secteur qui fait qu'il y a ceux qui produisent les matériaux, ceux qui produisent le foncier, ceux qui construisent, qui mettent en œuvre, ceux qui financent, en l'occurrence le crédit foncier. Et donc chacun a son rôle. Il se trouve que nous avons un métier nouveau qu'on appelle promotion immobilière. Je le dis de mémoire, je pense qu'il y a un peu plus d'une centaine de promoteurs agréés au niveau du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Je ne suis pas certain qu'une vingtaine soient actifs. Je ne suis pas certain qu'une dizaine aient des chantiers avérés. J'exagère peut-être, mais je crois que nous avons un problème au niveau de ce métier. Et le gouvernement s'emploie précisément à l'organiser, à lui apporter tout l'appui nécessaire. C'est une situation qui s'explique par le fait que pendant longtemps, les seuls promoteurs qui opéraient dans notre environnement étaient les promoteurs publics, qui sont d'ailleurs très connus, la SIC et la Maïtu, depuis des décennies. C'était l'apanage des politiques des années 60-70, 80 même, et dans les années 90, à la faveur de la libération économique, le gouvernement s'est désengagé, on peut dire, de certains secteurs de production. Et celui de la promotion immobilière n'a pas échappé à cette logique. Et donc, il y a une libération qui peut-être ne s'est pas accompagnée d'une préparation appropriée, n'est-ce pas, de l'implication du secteur privé. Mais c'est depuis chose faite. Donc, ce sont des acteurs émergents. Aujourd'hui, ils s'emploient à combler ce vide. Le gouvernement met en place des incitations pour les encourager, met des facilités. Et je pense que dans les années à venir, on a bon espoir que nous aurons une masse critique d'opérateurs privés capables d'offrir
l'essentiel de la demande. Voilà. Alors si on parlait à présent des financements, 10 milliards de francs CFA pour cette opération, certains maires estiment que ce n'est pas suffisant pour les 360 communes que compte le Cameroun. Madame Koum, j'aurais été plus à l'aise si on m'avait dit que les 10 milliards sont achevés et qu'il en fallait plus. Commençons par consommer les 10 milliards et on verra bien. Mais je voudrais rappeler qu'à la signature de cette convention, présidée par le ministre des Finances, il avait indiqué, pressentant peut-être cette appréhension, il avait indiqué que cette ligne sera réapprovisionnée immédiatement dès qu'elle aura été épuisée, mais nous n'en sommes pas encore là. Mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Le crédit foncier a bientôt 40 ans, créé en 1977. Il fallait faire le bilan du crédit foncier aujourd'hui. Il me semble qu'on parle de 360 milliards de francs CFA investis dans le logement. Ça a pu loger combien de Camerounais? Bien, vous parlez de bilan des 40 ans, nous n'y sommes pas encore. Nous avons encore un an. Nous avons le temps de préparer la commémoration de ces 40 ans. 40 ans, c'est un âge respectable pour une institution. Et nous aurons l'occasion de faire le bilan. Mais puisque vous m'interrogez sur les 360 milliards investis dans l'économie, je voudrais dire que pour appréhender de manière exhaustive, holistique, l'impact de cette injection de crédit dans l'économie, il faut bien dire que ces crédits créent de l'emploi, parce que 360 milliards injectés, ça laisse des traces. C'est un effet multiplicateur. Vous créez des emplois avec des revenus, vous construisez des logements, vous alimentez la fiscalité. Il n'y a pas une estimation en termes de logements? Si, bien sûr, j'y arrive. Il n'y a pas une formule mécanique, parce que il y en a qui construisent, il y en a qui réhabilitent, on trouve un peu de tout dans cette enveloppe. Mais vous pourrez faire une approximation. Si vous voulez que je dise de manière prosaïque que ça a peut-être permis de loger 1 million de Camerounais, je n'ai pas fait un recensement exhaustif, mais considérez qu'en moyenne, 20 millions permettent à peu près de construire un logement, et vous pouvez vous-même faire une moyenne pour savoir combien de citoyens nous avons logés. Mais je pense que l'impact de l'intervention du crédit foncier va au-delà du logement simplement construit. Le logement revêt un enjeu à la fois social, économique, c'est évident, et même politique. Il y a un adage qui dit que quand vous logez, quand vous construisez un logement, vous construisez une famille. Parce que vous donnez la possibilité à cette famille de s'occuper de l'éducation des enfants, de la santé et de tous les autres aspects de la vie. Donc, nous pensons que l'impact de l'intervention du crédit foncier va bien au-delà d'un simple logement. Alors, vous êtes à la tête du crédit foncier depuis 2012 et il me semble que vous avez mis sur pied un plan stratégique de développement. Quel est le bilan qu'on peut en faire aujourd'hui? Bien. Nous sortons là du cadre de la convention naturellement, mais je pourrais rapidement l'évoquer. À la prise de fonction en 2012 et à la faveur du diagnostic que nous avons effectué de l'entreprise, nous nous sommes rendus compte qu'elle était dans une situation préoccupante. Ayant rendu compte à la haute hiérarchie, nous avons préconisé quelques mesures d'urgence et quelques mesures à court et moyen terme que nous avons baptisé plan stratégique de développement du crédit foncier. Et nous avons eu le privilège de voir ce plan approuvé par le Premier ministre du gouvernement. Ce plan prévoyait un certain nombre de mesures dans le cadre d'une matrice d'action, des mesures de restructuration, de redressement, qui suivent leur cours. Nous sommes à la 2e année de ce plan. Nous nous apprêtons à faire une évaluation à mi-parcours, mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'un certain nombre de situations ont été rattrapées, mais qu'il y a encore assez à faire, parce que au nombre des problèmes que nous avons pu régler, d'abord l'organisation interne, nous nous sommes dotés d'un nouvel organigramme, nous avons pu remettre à niveau tout ce qui est procédure,
Nous avons mis en place une relation comptable digne de son nom. Nous avons rajeuni les effectifs et nous assurons une formation adéquate. Nous avons amélioré, ou plutôt révisé le catalogue des produits qui nous permet aujourd'hui d'offrir des produits plus adaptés et innovants, et nous avons l'intention de continuer. Nous avons assaini sur le plan comptable notre situation et nous continuons de le faire. Et tout cela se traduit par une amélioration des indicateurs, des ratios de l'entreprise. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie avec l'appui de la hiérarchie, notamment la tutelle financière, la tutelle technique. Nous pensons que si ces efforts sont maintenus, notamment si les contraintes qui relèvent du gouvernement sont relevées, le Crédit Foncier promet un bel avenir. Quels sont les grands chantiers du Crédit Foncier du Cameroun? Je vous ai dit tout à l'heure que le Crédit Foncier occupe une place importante en tant qu'institution publique qui offre du financement pour faciliter l'accès. Mais prosaïquement, c'est de l'argent prêté qui doit être remboursé et qui permet de continuer à offrir aux Camerounais la possibilité de se loger. Alors, l'un des chantiers que nous avons, naturellement, peut-être le plus important, c'est de poursuivre cette mission et de l'amplifier. De la poursuivre en se donnant les moyens de financer davantage encore, donc de mobiliser davantage de ressources. Mais je dois dire que nous avons une préoccupation avec nos concitoyens qui n'ont pas une culture de remboursement des prêts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ne remboursent pas compromettent, contrarient l'opportunité que nous voulons offrir à ceux qui veulent venir emprunter. Donc l'un des chantiers, c'est d'essayer d'assainir cette situation qui plombe non seulement le Crédit Foncier, mais essentiellement la plupart des banques. Nous souffrons beaucoup de cette situation, de cette culture d'un pays, de non-remboursement des prêts, et donc c'est l'un de nos grands chantiers. Mais également, nous scrutons l'avenir avec beaucoup de confiance parce que vous savez que nous sommes un pays qui s'est donné pour ambition d'être un pays émergent d'ici 2035, avec ce que cela comporte de chantiers importants, au nombre desquels, naturellement, la construction de logements sociaux, la construction d'ensembles immobiliers et même de l'immobilier de manière générale. Donc nous attendons à un boom de l'immobilier à la faveur de ces projets. Et donc naturellement, nous nous inscrivons dans ce schéma en nous préparant et en nous donnant les moyens de satisfaire aux attentes en termes de ressources à mobiliser, en termes de contribution pour rendre le secteur plus productif. Je parlais tout à l'heure du métier de promoteur immobilier. Le Crédit Foncier apporte sa contribution pour professionnaliser de plus en plus toute la filière de production de logement, en accompagnant les clients, en faisant intervenir de plus en plus de professionnels. C'est ainsi que nous avons introduit un système d'agrément des bureaux d'études et des cabinets pour suivre notre portefeuille de projets. Nous faisons recours à des entreprises qui ont des capacités techniques avérées pour éviter aux clients des aventures malheureuses, notamment des chantiers inachevés. Et donc, nous pensons que cette ambition ne peut se réaliser qu'avec des acteurs, des intervenants professionnels. Nous apportons notre contribution pour que le secteur bénéficie effectivement d'une compétence avérée de ces professionnels. Peut-être pour finir, à quand les premières cités municipales? Écoutez, le Crédit Foncier octroie les financements, mais le Crédit Foncier n'est pas le maître d'ouvrage, n'est pas celui qui définit, planifie, exécute son programme. Cette question, ce sont les maires qui sont les maîtres d'ouvrage, c'est eux qui définissent le programme, c'est eux qui le planifient, c'est eux qui l'exécutent, ce sont eux qui l'exécutent. Et donc, ils sont les mieux à même de vous indiquer les délais dans lesquels ces projets peuvent... Mais par contre, je peux
donner une indication en me référant aux procédures que nous avons mises en place. Ces prêts bénéficient, je pense, d'un différé d'1 an avant les premiers remboursements. Donc, il est plus pertinent pour les maîtres d'ouvrage d'avoir réalisé ce projet pendant le différé, avant le remboursement. Donc, s'il n'y a pas d'incident, on devrait avoir les premiers logements plus tard d'ici 1 an. D'accord. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de communiquer sur ce que fait le Crédit Foncier. Je vous remercie.